Voilà, bienvenue sur Public Sénat. On va refaire la séance dans un instant avec nos invités, bien évidemment. Et il y a eu une petite passe d'armes dans l'hémicycle tout à l'heure, lors des questions d'actualité, entre le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, et Pierre Charon, sénateur, qui va nous rejoindre sur ce plateau, notamment sur la question du comptage des manifestants lors des manifestations du week-end dernier sur le mariage pour les personnes du même sexe. On va tout de suite écouter le ministre de l'Intérieur. Ce chiffre de 300 000 vient d'être démontré. Et derrière vos accusations, il y a des professionnels, des fonctionnaires consciencieux. Il y avait 2000 policiers et gendarmes dimanche dernier. 2000. Et c'était adapté aux chiffres que nous avions, parce que nous savions qu'il y avait à peu près le même nombre. Non. Ne croyez pas à vos officines. Vous les avez trop fréquentées, Monsieur Charon. Vous avez trop fréquenté les officines de la République. Et vous savez bien de quoi il s'agit. Et derrière, et la preuve, et d'ailleurs, je les tiens à vos dispositions, les photographies de la manifestation ont été publiées hier, et vous le savez, sur le site de la préfecture de police, parce que nous n'avons rien à cacher. Les manifestants ont annoncé un chiffre, mais quel mode de comptage ont-ils utilisé? Vous pensez pouvoir confirmer sa fiabilité? C'était peut-être l'une de vos rares manifestations, à moins que vous y ayez participé à d'autres manifestations il y a quelques années. Vous voyez, cette polémique n'a pas lieu d'être. Les débordements qui ont eu lieu, alors même que les consignes de la préfecture étaient claires, sont inacceptables. Et quand on se réclame souvent sur d'autres sujets du parti de l'ordre, il est bien étonnant de voir ici un parlementaire saluer ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Voilà, vous venez d'entendre le ministre de l'Intérieur qui répondait à une question de Pierre Charon. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin est avec nous. Pierre Charon nous rejoindra dans un instant. Il commentera ce qui s'est passé dans l'hémicycle. Peut-être juste un mot d'abord pour commenter la réaction de Manuel Valls qui a été assez fort quand même. Oui, il y a un peu de nervosité sur ces sujets. Donc je le regrette un peu parce que ce sont des sujets graves. Et donc il ne faut pas de nervosité, il ne faut pas de colère, il faut du grand calme. Pourquoi? Parce que les gens qui sont venus dans la rue, peu importe le nombre qu'ils soient exactement, mais ils veulent surtout ne pas être méprisés et de ne pas donner le sentiment qu'on ne porte pas attention à la puissance de leur message. Ils étaient très très nombreux et donc il faut d'abord reconnaître ce mouvement populaire, il faut le considérer. Il est normal que dans une démocratie comme la nôtre, nous avons un texte qui est en navette parlementaire. Il a été voté à l'Assemblée seulement en première lecture. Le ministre dit qu'il a été voté à l'Assemblée en première lecture. Il va venir maintenant au Sénat, puis il retournera à l'Assemblée, puis il reviendra au Sénat, puis il y aura une commission mixte paritaire, puis il retournera à l'Assemblée, puis il reviendra. C'est encore très long. Que le peuple s'exprime de manière sereine. Et c'est vrai que beaucoup de gens se sont sentis un peu méprisé quand le CESE ne prend pas la pétition avec 700 000 signatures, ça blesse beaucoup de gens. Alors voilà, ça c'est pour le mariage sur les personnes du même sexe. On va parler de la défense parce que vous avez posé une question sur ce thème, c'est très important, le budget de la défense. Écoutez ce que vous a répondu le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Le président de la République a engagé un travail qui est celui de la mise à jour du livre blanc sur la défense et de la sécurité nationale. C'est un travail considérable, d'un grand intérêt, et ce livre blanc sera adopté, mesdames et messieurs les sénateurs, à la fin du mois d'avril. Mais je souhaite que le Parlement puisse en débattre, que ce soit ici au Sénat ou à l'Assemblée nationale, avant l'été. C'est en tout cas un engagement que je prends devant vous, c'est la moindre des choses. Ce livre blanc présentera les risques, les menaces auxquels notre pays doit faire face, mais surtout analysera le contexte géopolitique qui est le nôtre et les types d'engagements auxquels nous devons faire face. Il est bien évident que nous devons continuer à défendre l'intégrité territoriale de la France. Vous avez parlé de souveraineté, c'est la base même de la défense nationale. Mais c'est aussi la prise en compte de risques nouveaux, qui sont de plus en plus liés. Les risques intérieurs, les risques extérieurs doivent être abordés de la même façon, en tout cas avec la nécessaire cohérence si nous voulons être efficaces. Le président de la République l'a exprimé à plusieurs reprises, et je le redis devant le Sénat. Le modèle d'armée qui découlera de ces travaux sera conforme aux ambitions de la France, en Europe et dans le monde. Jean-Pierre Raffarin, est-ce que vous estimez aujourd'hui que notre sécurité est en danger? Dans les hypothèses budgétaires qui ont été envisagées, oui,
puisque nous estimons qu'il faut un budget de la défense qui est de 1,50% du PIB et qu'on a annoncé jusqu'à maintenant des chiffres plus bas. Mais il y a une phrase dans la réponse du Premier ministre qui me paraît très importante. Il nous dit « Oui, dans 5 ans, nous pourrons faire une intervention telle que celle que nous avons faite au Mali ». Si les choses sont exactes, ça veut dire que le budget sera de l'ordre de 1,5% du PIB. Donc je trouve qu'il y avait dans cette réponse des éléments positifs. Et vous aurez noté, comme moi, que les premiers ministres, ça s'exprime plus calmement que certains ministres. C'est vrai, on cherche un peu plus de consensus. En tout cas, on parle avec une certaine distance. Alors voilà, justement, je vous propose d'écouter à nouveau un petit extrait de Jean-Marc Ayrault avec un petit peu de distance, dit-il. Je vous le dis, franchement, j'ai parfois été surpris, y compris de titres de journaux. Cessons de nous faire peur avec des scénarios catastrophes qui n'ont jamais été sérieusement envisagés, en tout cas ni par le président de la République, ni par moi-même, ni le ministre de la Défense. Voilà, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui rassure un petit peu le Sénat. Il y aura bien, Monsieur Raffarin, un débat très important, promis par le Premier ministre. Ça, c'est très important, avec le livre blanc qui arrive fin avril. Et avant l'été, c'est pour ça que je trouve qu'il y a des éléments positifs dans cette réponse, à la fois sur le débat sur le livre blanc et préparer la loi de programmation militaire ici au Sénat avant l'été, et puis aussi le fait que dans 5 ans, on pourra avoir les moyens de faire une intervention comme celle que la France a faite avec courage et avec succès au Mali. Ah voilà, Jean-Pierre Raffarin, rassuré, on accueille sur ce plateau. Pour le moment, savez, bien sûr, évidemment. André Valigny, bonjour, sénateur PS de l'Isère. Avec vous, messieurs, je voudrais simplement qu'on débatte un petit peu d'un événement qui va avoir lieu ce soir. Le président de la République qui va intervenir à la télévision pendant 45 minutes, peut-être 1 heure. André Valigny, vous avez des nouvelles, peut-être? Non, pas plus que vous. Non. Mais qu'est-ce qu'il peut annoncer, le président, ce soir? Pourquoi voulez-vous forcément qu'il annonce quelque chose? Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Il vient pour expliquer aux Français la politique qu'il conduit avec le gouvernement, pour rassurer les Français dans cette période d'incertitude, où le pays traverse des difficultés considérables. Les Français ont besoin que le président, leur président, vienne régulièrement leur dire où va le navire France, quel cap est tenu, que le capitaine tient bien la barre et que, évidemment, les résultats vont mettre un peu de temps à arriver parce que la situation économique est profondément dégradée. Mais moi, je n'attends pas d'annonce spectaculaire. J'attends que, comme il l'avait dit d'ailleurs, tous les 6 mois, le président vienne dire aux Français quelle est la politique suivie. Monsieur Raffarin, tous les 6 mois, est-ce que c'est trop long ou pas? Écoutez, je pense que la mission pour François Hollande est très difficile ce soir. C'est mission impossible? Peut-être mission impossible, parce qu'à la fois, il faut envoyer un message de cohérence à ses amis politiques, à ceux qui l'ont soutenu et que le soutiennent encore, qui est au fond un message de continuité. Et puis il y a la crise qui est de plus en plus violente, de plus en plus brutale. Tous ces gens qui s'interrogent sur les sujets de société comme sur les sujets sociaux. Et cela, il demande un peu une attitude de rupture. Alors, il est clair que le président devra quand même avoir un discours un peu neuf face à la crise, parce qu'on a le sentiment que jusqu'à maintenant, que la crise, c'était l'affaire de Sarkozy et qu'il suffisait de chasser Sarkozy pour chasser la crise. On a chassé Sarkozy et la crise est toujours là. Et donc maintenant, il faut quand même avoir une mobilisation pour l'emploi contre le chômage plus vigoureuse, je le pense. Messieurs, c'est une question que je vous adresse à tous les deux, peut-être commencer par André Valigny. Vous sentez en ce moment ce sentiment de pessimisme qui règne en France? Et notamment, ce que les gens disent aujourd'hui, on attend de François Hollande qu'il impulse l'énergie, qu'il impulse un nouveau souffle. Est-ce que c'est ce qu'on peut espérer ce soir? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle moi je pense, je n'ai pas de confidence particulière de la part du président de la République, mais je pense que ce soir il va aussi dire aux Français que nous avons des atouts, nous avons des chances de nous en sortir, nous avons des entreprises qui vont mal, mais d'autres qui vont bien. Dans mon département, en Isère, nous avons des entreprises qui marchent très bien dans le domaine des nouvelles technologies, les nanotechnologies. Nous sommes leaders mondiaux dans ce domaine-là. Donc, il y a des atouts, il y a des entreprises compétitives, une main-d'œuvre qualifiée. Nous avons beaucoup de raisons de croire que nous allons nous en sortir. Mais M. Raffarin a eu raison tout à l'heure de dire que la crise est grave, la crise est profonde et elle touche toute l'Europe, pas seulement la France. Les Français en ont conscience. Ils ont besoin ce soir que le président leur dise que oui, il a conscience des souffrances que les Français endurent, mais qu'il a aussi conscience, le président, et il faut qu'il communique ça aux Français, des atouts de notre pays. Tous les atouts sont sur la table, c'est ce que va dire le président de la République, du pacte de compétitivité, aux emplois d'avenir, aux emplois de génération. Ça peut fonctionner, Jean-Pierre Raffarin? Écoutez, je le souhaite. Qui a intérêt à ce que le président soit affaibli dans notre République et que le pays soit démoralisé? Qui a intérêt? Certainement pas l'opposition.
et peut-être pas naturellement le pouvoir, parce qu'au fond, ce sont les extrêmes qui profitent de tout cela. Donc il faut remobiliser le pays. Ce que je crois, c'est comme le dit M. Vallini, il faut en effet s'appuyer sur les atouts, se mobiliser auprès de tous ces cadres, de tous ces ingénieurs, de tous ces ouvriers, de l'ensemble de la population. Les pôles de compétitivité, toute cette dynamique-là, il faut s'appuyer dessus et il faut bien montrer que le président est au combat et que peut-être sur un certain nombre de sujets, je pense que sur les mesures en matière de compétitivité, il y a peut-être des initiatives qui peuvent être prises en complément de ce qui a déjà été pris. Je crois que la crise est grave et le président doit se montrer en première ligne. André Vallini, vous voulez rajouter un mot sur cette question? Après, j'aurai évidemment une ou deux autres Sur questions. la compétitivité, il y a le crédit d'impôt qui a été décidé en faveur des entreprises et puis il y a d'autres mesures structurelles qui ont été décidées récemment qui vont progressivement monter en puissance. Le contrat de génération, les emplois d'avenir, la banque publique d'investissement, bref, tout ça prend du temps. Le temps médiatique, M. Zamès, n'est pas le temps politique. Bien sûr, M. Le Vallini. Parlement fait des lois, il faut très les faire bien. appliquer, cela prend du temps. Vous savez, Et c'est pas M. Raffarin qui pourra nous dire le contraire, évidemment. François Hollande n'a pas été élu en 2012 pour être populaire en 2013, mais pour réussir à redresser le pays d'ici 2017. On le jugera à ce moment-là en 2017. C'est vrai qu'on le fait peu cas où on dit pas grand-chose, en tout cas sur les sondages qui en ce moment sont très très bas pour François Hollande, ce qui est quand même un record, M. Raffarin. Si M. Vallini me permet, je pense que ça aurait été une erreur du gouvernement de ne pas avoir agi plus vite et d'avoir un peu attendu au cours des 6 premiers mois de l'action. Je pense que là, il y a eu une course de vitesse. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de textes qui ont été dans les promesses du président de la République, qui seraient passés sans problème en juillet. Et les textes de société, je vois qu'au Sénat, sur le cumul des mandats, je vois que naturellement le mariage pour tous, je vois que le vote des étrangers, des promesses du président qui auront du mal à passer par la suite, auraient certainement été votées plus facilement. Erreur de stratégie. Et donc je pense que le président a voulu attendre, se donner le temps, et au fond on est en crise et il y a quand même une course contre le temps parce que le chômage se développe très très vite et que donc là il y a un peu une situation d'urgence aujourd'hui. La réponse d'André Vallini. Je dois à l'honnêteté de dire qu'effectivement, du mois de juin, juste après les législatives, jusqu'au mois d'octobre, il y a eu un certain temps qui a été pris, pour ne pas dire perdu, sur les mesures structurelles. D'ailleurs, le président de la République s'en est rendu compte dès le mois de septembre. Il a demandé au gouvernement d'accélérer les réformes et de passer à la vitesse supérieure. Voilà, il faut savoir le reconnaître. Maintenant, c'est derrière nous. Il faut agir le plus fort possible. Vous dites qu'il y a eu un flou pendant quelques semaines, quelques mois. Quelques 3 mois où on aurait pu agir plus vite et plus fort, oui. Et ça, vous pensez que ce soir, le président Hollande peut dire, bah voilà, je me suis trompé? Non, mais il n'est pas là ce soir pour faire un mea culpa ou pour dire voilà ce qui s'est passé. Et voilà, il faut parler de l'avenir, de ce qu'on va faire maintenant. Ce qui compte, c'est l'avenir. Ce sont les mois qui viennent et les années qui viennent. Si on rentre un petit peu sur le fond, encore une fois, des annonces éventuelles sur les 75% qui pourraient revenir à 60%. Jean-Pierre Raffarin, ça serait un bon seuil aujourd'hui ou un mauvais signal? Moi, je pense que cette mesure à 75% fait déjà beaucoup de dégâts sur l'attractivité de la France. Parce qu'à l'étranger, on en a parlé beaucoup, d'ailleurs en caricaturant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la fiscalité en France, c'est 75%, ce qui n'est pas exact. Et donc ça a été caricaturé mondialement, et la presse anglo-saxonne n'a pas été tendre sur ça, contre un peu l'attractivité de la France. Donc moi, je pense que sur ces sujets-là, l'essentiel est de bien montrer que nous avons conscience que les capitaux sont nomades, que les entreprises sont voyageuses, que les talents sont souvent très mobiles et qu'il faut les attirer chez nous. Et donc que tous les créateurs de richesses se sentent bien en France et qu'on les aime en France. Il y a un message de confiance qui est à développer naturellement auprès de ceux qui entreprennent en France, mais aussi ceux qu'on veut faire venir dans notre pays pour qu'ils entreprennent chez nous. Je voudrais vous poser une question à tous deux qui n'a rien à voir avec François Hollande. Il y a un juge qui a reçu une lettre adressée avec une balle à l'intérieur. Monsieur Vallini, vous connaissez très bien ces questions de justice. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui pour ce magistrat? Par du juge Gentil, évidemment, qui a diligenté une enquête sur l'affaire Bettencourt. Bien sûr, cet acte est grave. Cet envoi anonyme d'une balle à un juge est quelque chose de très grave. Et je pense que cela doit faire réfléchir tout le monde, et notamment les responsables politiques. Je ne fais pas forcément un lien direct et mécanique entre les déclarations extravagantes qu'on a entendues le week-end dernier de la part de certains responsables de l'UMP et cet envoi anonyme. Le lien n'est pas forcément direct. Les communistes le font, par exemple. Mais on peut se poser la question. Et je souhaite que ceux qui ont dérapé, parce que pour moi il s'agit de dérapage, je souhaite que ceux qui ont dérapé à l'UMP se posent la question de savoir s'ils ont fait des déclarations aussi prudentes qu'elles doivent l'être quand on parle de justice. Comment voulez-vous que les citoyens aient confiance dans la justice ? Et je dirais même que les délinquants, lorsqu'ils sont jugés, respectent le juge qui va les juger, lorsqu'ils entendent de hauts responsables politiques insulter la justice et dire ce qu'on a entendu sur le juge Gentil et sur l'action qu'il avait conduite
à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Alors je comprends la colère des amis de Nicolas Sarkozy. La colère n'excuse pas tout. Nous avons un devoir d'exemplarité quand on est responsable politique. Certes, M. Guénaud dit, en démocratie, on a le droit de tout dire. Mais on n'a pas le droit de dire n'importe quoi quand on est député de la République ou sénateur. Pour l'instant, il n'y a pas de recours de Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'on nous dit, tant qu'il n'y a pas l'avis du CSM. Voilà une information importante sur ce débat que nous avions avec André Valigny. Sur M. Guénaud, parce qu'il faut donner son nom. La position est assez voisine. Je pense que dans une démocratie, on a le droit de défendre ses amis, mais ce n'est pas une raison pour injurier ses adversaires, et surtout pas les institutions. Vous défendez Henri Guénaud ou pas? Je pense que, très franchement, moi je n'aime pas quand on attaque les institutions. Et je pense que de ce point de vue-là, les responsables publics que nous sommes, on est un peu en charge de la défense des institutions. Alors qu'il y ait des erreurs qui soient partagées, que les magistrats aient aussi à balayer devant leurs portes, qu'il y ait beaucoup de choses qui soient dites, bien sûr, de part et d'autre, mais respectons les institutions, parce que vous savez, les institutions et la politique, c'est fait pour éviter la violence dans une société. Alors si c'est la politique qui met de la violence, même quand elle est verbale, c'est jamais une bonne chose, la violence. Donc moi, je suis pour des débats apaisés et du respect, et ça, c'est pas une raison pour laquelle je ne défends pas Nicolas Sarkozy. Mais je peux le défendre sans forcément insulter les autres. Merci Jean-Pierre Raffarin, merci beaucoup André Valigny. Du débat, évidemment, on va en parler encore une fois. La qualité du débat public, en tout cas, Christiane Taubira a été interpellée sur ce point tout à l'heure dans l'hémicycle. On l'écoute. Vous savez qu'un de ces magistrats a reçu hier un courrier avec des munitions à blanc et des menaces, et que cela donne le climat délétère dans lequel se déroule l'œuvre de justice. Nous avons, je rappelais évidemment que si les magistrats décidaient d'agir en justice, qu'ils pourraient bénéficier, bien sûr, de la protection judiciaire qui est prévue par l'ordonnance de 1958. Emmanuel Levinas disait très clairement que l'élection est un surplus d'obligations pour lequel se profère le jeu de la conscience morale. Je parlerai plutôt de l'éthique, mais l'idée est la même, c'est le niveau d'exigence, et j'espère que pour les prochains débats à venir, mais pour tous les débats en général, la parole publique se portera responsable à la hauteur de cette conscience éthique. Voilà la ministre de la Justice qui cite Emmanuel Levinas avec un nouveau débat. Corinne Bouchoux, sénatrice écologiste du Maine-et-Loire. Bonjour, merci de nous rejoindre. Et à vos côtés, en face de vous, Vincent Capo-Canellas, sénateur centriste de Seine-Saint-Denis. Ce débat délétère que l'on sent monter, dont vous avez posé cette question à la ministre de la Justice, à quoi est-il dû selon vous ? Bien, écoutez, les causes sont sûrement multiples. Je pense que la responsabilité en incombe aussi à nous-mêmes, hommes et femmes politiques. Je pense, si vous voulez, qu'à force d'aller sur des plateaux TV, pour des émissions de variété, pour chanter, pour participer... Rassurez-nous, c'est pas le cas ici. Ça n'est pas du tout le cas ici. Pour avoir participé, si vous voulez, à ce qu'on peut appeler la pipolisation de la vie publique, nous avons peut-être, enfin collectivement, cru nous rapprocher de nos concitoyens et de nos électeurs. Je pense qu'il n'en est rien, et d'ailleurs, il ne nous viendrait pas à l'idée d'inviter un certain nombre de ces animateurs à nous remplacer lors de ces séances. Donc je pense que chacun doit être à sa place et qu'il s'est agi d'une idée mal comprise de se rapprocher de nos concitoyens. Et je pense que l'on a discrédité le débat public, et si nous ne voulons pas voir des phénomènes que l'on constate en Italie se produire en France, eh bien nous ne devons pas, nous comporter comme de mauvais amuseurs publics. Donc les causes sont multiples. Je pense que pour certains, c'est peut-être de la fatigue, du surmenage. Je leur suggérerais de se reposer. Pour d'autres, c'est peut-être jouer avec le feu, et je pense que c'est extrêmement dangereux en démocratie. Mais Corinne Bouchoux, on va donner des noms peut-être. Cette semaine, ça a été émaillé évidemment par les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur Pierre Moscovici. Vincent Capo-Canellas, est-ce que vous êtes d'accord avec Corinne Bouchoux ? Je crois d'abord que le débat public doit se porter sur les vrais sujets. Et on ne doit pas non plus châtier notre langage au point de paraître totalement coupé des réalités. Parler dru, parler cru, a dit Jean-Luc Mélenchon. Ça peut avoir un intérêt. Il faut poser les vrais problèmes et pas donner le sentiment que la classe politique, au fond, est dans sa bulle. Pour autant, il y a des excès et Jean-Luc Mélenchon a franchement dérapé. Il y a des excès dans ce qu'a également évoqué la garde des Sceaux sur certains commentaires de justice. La justice doit être respectée. Il y a une sérénité et il est vrai que les hommes politiques, les élus doivent d'abord montrer l'exemple pour que le débat public à la fois parle des vrais sujets mais en parle sereinement parce que nous sommes là pour essayer d'apporter des solutions et pas pour opposer les gens. Justement, on en parlait à l'instant avec Jean-Pierre Raffarin avant vous sur ce débat, sur la qualité du débat et aussi les dérapages. Notamment, on parlait évidemment après les accusations contre Nicolas Sarkozy, des dérapages de certains parlementaires de l'UMP. Vous aussi, vous parlez là aussi de dérapage de la classe politique, dû aussi à une certaine pipolisation, c'est ça ?
je n'accuse pas la classe politique dont je fais partie. Je dis qu'à force de vouloir exister avec des égos surdimensionnés, et peut-être pour certains, ce qui n'est pas le cas de mon collègue, des problèmes de testostérone, le débat politique est en train de virer à ce qu'il ne devrait pas être. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un affrontement d'idées, de valeurs dans le cadre de la construction de politiques publiques, nous virons à des égos surdimensionnés qui ne songent le matin en se levant qu'à la petite phrase qu'ils vont mettre sur Twitter ou à la mauvaise plaisanterie qu'ils vont le faire pour faire parler d'eux. Et donc je dis qu'à force de parler des uns ou des autres, et je refuse d'en citer aucun, nous allons donner l'image que l'on connaît bien en Italie. Et donc c'est l'image qui favorise le populisme et qui favorise tous les dérapages, qui favorise la xénophobie, qui favorise aussi l'antisémitisme. Et donc effectivement, tous ces dérapages sont à déplorer. Si c'est involontaire, nos collègues peuvent s'excuser ou dire que leurs mots ont dépassé leurs paroles. Mais je pense qu'en démocratie, nous ne devons pas nous comporter plus mal que ce que nous attendons des jeunes au collège, par exemple. Je viens du monde de l'éducation. Eh bien, je pense que nous ne devons pas avoir un comportement qui ne serait pas irréprochable, alors que nous passons notre temps à donner des leçons à tout le monde. Et c'est pour cela que les Français se détournent aussi de la politique et qu'ils vont voir peut-être d'autres partis dont on peut citer les noms aussi si vous avez envie. Je pense que d'abord, le problème, c'est que nous sommes en démocratie médiatique. Et comme disent souvent les journalistes, on marche aussi au bruit. Donc il faut effectivement parler plus fort pour être entendu, faute de quoi les débats ne sortent pas. Et ça, c'est aussi un des problèmes. Moi, je suis dans une famille politique, l'UDI, qui est une famille de la droite centriste modérée, disons, les modérés. Et on sait bien que pour être entendu, bien souvent, on nous dit « mais vous êtes trop équilibré ». Donc on va souvent regarder les formations qui ont des positions extrêmes ou ceux qui, dans le verbe, vont être effectivement les plus tapants. Pour dire les choses franchement. Alors c'est parfois un peu dommage. Je crois que le débat politique doit aussi s'ordonner autour des vrais sujets. Tout à l'heure on a essayé de poser des questions lors de la séance, des questions autour de la croissance, autour de l'emploi. Vous avez eu des réponses. Vous avez eu des réponses aussi là-dessus. À mon avis, on doit aussi savoir secouer là-dessus. J'ai essayé de le faire tout à l'heure pour dire que le cap n'est pas bon aujourd'hui et pas simplement laisser les formations extrêmes poser aussi des questions qui doivent revenir dans le débat public. Aujourd'hui il y a un problème de gouvernance. Aujourd'hui il y a un problème d'efficacité politique et il y a un système qu'il faut savoir réformer radicalement. Je pense que c'est pas l'apanage des extrêmes simplement. Réformer l'État, réformer les collectivités, remettre les choses au centre du débat public, ça on doit savoir le faire, tous les démocrates. Vous parliez tout à l'heure de l'exemple italien, vous parliez de ce phénomène Beppe Grillo qui est un extrême, aussi un clown comme les journalistes l'ont appelé. Vous pensez qu'en France, ce tel phénomène est possible ? Écoutez, on nous a expliqué pendant longtemps qu'un président du Sénat de gauche n'existerait pas. Nous avons un président du Sénat de gauche. On nous a expliqué pendant longtemps que le Front National ne pourrait pas, sauf contexte politique exceptionnel, tirer son épingle du jeu. Je vous invite à regarder les résultats électoraux de dimanche dernier. Moi, je pense que malheureusement, en politique, tout est toujours possible, le pire. Et donc moi, je souhaite le meilleur pour notre pays et j'aimerais qu'on élève le débat et notamment qu'on cesse d'apporter des réponses anciennes à des questions nouvelles. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a une vision du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, en matière d'analyse économique, d'analyse politique, de ce qui se passe, et que les Français vivent au XXIe siècle, et c'est ça le vrai sujet à mon avis. Les Français vivent au XXIe siècle, ça c'est une évidence presque, Corinne Bouchoux. Évidemment, ce soir, on va tous regarder la télévision. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République ? On a eu ce débat aussi tout à l'heure. On va commencer par vous, Vincent Capo-Canellas. D'abord qu'il fixe un cap. Le président de la République doit rentrer dans l'atmosphère et il doit atterrir avec les Français. Il doit se rendre compte que les promesses qu'il a faites sont pas tenables. Le reconnaître n'est pas le sujet, mais donner le vrai cap demain. Dire que la France doit s'adapter, que la France a des atouts, certes, mais qu'elle a des lourdeurs. Et que la France doit se réveiller aussi. La France doit se réveiller, le président de la République d'abord doit se réveiller. Le gouvernement doit aussi changer ses méthodes. On ne peut pas louvoyer comme c'est fait tous les matins, annoncer une chose et son contraire et agir à contre-temps, quasi systématiquement, c'est souvent trop peu, trop tard. Tout n'est pas mauvais, tout n'est pas à jeter, mais en fait, il n'y a pas de bonne temporalité, il y a un vrai problème de timing, et comme le dit tout à l'heure le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, les choses s'accélèrent. Le pays n'est pas seul, le pays est confronté à une concurrence. On a des moyens de s'en sortir. Encore faut-il qu'on traite les vraies questions. Il y a des compromis sociaux à retrouver parce que simplement les entreprises sont confrontées à la concurrence, les emplois sont détruits et on doit retrouver un vrai compromis social qui fasse que on préserve les droits des salariés. Mais le premier droit, c'est d'abord l'emploi et l'entreprise n'est pas l'ennemi de l'emploi. Il faut aussi avoir ce vrai cap-là, oser le dire au pays et qu'également l'État doit maigrir. Ça va être difficile, mais on peut y arriver. Alors ça, c'est sur le fond et même les réformes qui sont en cours. Sur la forme du débat, sur la qualité du débat, est-ce que vous attendez du président de la République qu'il apaise la société ?
Bah écoutez, moi, Est-ce que c'est possible aujourd'hui? écoutez, je pense que c'est possible, mais moi j'ai envie de vous répondre sur le fond. C'est-à-dire que Plaisir. nous étions Si vous pouvez me répondre aussi à ma question, ça serait bien. Voilà, nous étions il y a une semaine en Allemagne pour un séminaire de travail avec les écologistes allemands. Et en Allemagne, alors que c'est un gouvernement de droite qui est au pouvoir, le choix de la transition énergétique a été fait. Donc moi, je pense que il n'est pas trop tard pour bien faire. Et donc j'attends qu'on apporte les réponses d'aujourd'hui aux questions que nous posons aujourd'hui. Et donc pour moi, la transition énergétique est une réponse à nos problèmes. Le logement, une industrie de la transition énergétique, moi j'y crois. Et donc j'espère que le président de la République entendra ce message. Et d'un mot sur la question que je vous ai posée, est-ce qu'il est temps, est-ce qu'il peut apaiser le débat? On parlait de débat délétère. Écoutez, il est toujours temps de bien faire. Moi j'ai confiance dans le président de la République. Monsieur Vincent Moi, je veux bien répondre à Capo-Canellas. votre question. Je pense que le Merci. président de la République ne doit pas simplement apaiser. Il doit remettre de l'énergie dans le débat politique. Il doit remettre de l'énergie dans l'action gouvernementale. On a dit à la fin de l'ère Chirac que finalement on s'endormait un tout petit peu. On a dit sous Sarkozy ça va trop vite. Avec Hollande, finalement, c'était un peu plan-plan jusque-là. Et on arrive à un stade de dépression, et après la dépression, c'est la colère qui monte. Donc le président de la République, au contraire, doit dire les choses clairement, doit prendre des risques, et surtout pas essayer d'apaiser, parce que justement, il est sans doute trop apaisé lui-même, et le gouvernement également n'est pas assez réactif face à la crise qui va très vite. Merci beaucoup Vincent Capo-Canellas, Corinne Bouchou, merci d'avoir participé à ce débat sur la qualité du débat public. Et on va terminer avec une réponse aussi qui était très attendue, celle du ministre de l'économie, Pierre Moscovici. Vous savez qu'à Chypre, il y a eu des gros problèmes avec les banques. Les Chypriotes sont devant les banques, ils font la queue en ce moment même. Voilà ce que disait le ministre de l'économie dans l'hémicycle à une réponse tout à l'heure qu'on lui posait sur Chypre. Je comprends que vous soyez, comme moi d'ailleurs, préoccupé par la situation de l'économie chypriote et par ce qui va advenir à la population de Chypre. Mais soyez conscients en même temps qu'il y avait là un modèle que j'ai appelé d'économie casino. On pourrait dire autrement une plateforme financière offshore qu'il était impossible de défendre. Et vous n'allez pas, vous spécialement, défendre une économie où le système bancaire représente 7 à 8 fois le PIB. Vous n'allez pas, et vous spécialement, défendre une économie où les dépôts sont rémunérés à 5 ou 6%. Vous n'allez pas, et vous spécialement, défendre une économie où les non-résidents représentaient 45% des dépôts. Vous n'allez pas défendre une économie où le blanchiment pouvait être soupçonné d'être la règle. Et vous n'allez pas défendre une économie où le taux de l'impôt sur les sociétés était à 10%. Il y avait là un modèle économique qu'il fallait remettre sur pied, et c'est ce que nous avons fait. Nous devions le faire. Mais tout ça est exceptionnel, et c'est pour cela que je ne partage pas, et d'ailleurs le président de l'Eurogroupe a corrigé l'idée selon laquelle il y aurait un modèle de résolution. Nous devions agir, nous l'avons fait en demandant que le système bancaire soit restructuré, et en faisant en sorte, et ça a été constamment, et je vous le confirme puisque vous m'interrogez, la voix de la France, celle que j'ai portée avant, pendant, et a fortiori après, constamment en disant qu'il était hors de question que nous n'approuvions pas l'idée que les déposants qui avaient des dépôts inférieurs à 100 000 euros soient impliqués. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au Sénat. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. À bientôt.